romantisme est un mouvement culturel qui prédomine en Europe de la fin du XVIIIe jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il a touché tous les arts et se caractérise par un rejet de la raison au profit du sentiment, chaque toile sublimant le réel tout en le remplissant de symboles. En France, les deux figures les plus célèbres du romantisme sont Eugène Delacroix et Théodore Géricault, surtout célèbres pour leurs peintures historiques. En Allemagne, c'est pour ses peintures de paysages que se fera connaître notre peintre du jour, sommet insurpassé du romantisme allemand, j'ai nommé Caspar David Friedrich. Découvrir l'œuvre de Friedrich, c'est explorer une contrée mystérieuse, faite de plaines, de forêts et de montagnes. Ici, la nature règne en maître, et l'homme se retrouve souvent bien seul, insignifiant face à l'immensité qui l'entoure. Le maître mot est sobriété, chaque chose est à sa place. Du résultat, se dégage alors une forme de pureté élémentaire. Comme dans cette peinture, où tout repose sur l'équilibre, entre les conifères au premier plan et l'immense masse sombre d'un château dans la brume, tous deux dressés à la verticale, se répondant comme reflets l'un de l'autre, et entre l'immensité du paysage hivernal et l'homme seul, venu trouver refuge sous la protection du Christ. Car oui, la religion tient une place importante dans l'œuvre du peintre. Aucune scène de la Bible, mais des monuments, des cathédrales et des croix, symbole de la présence de Dieu en tout lieu, face ou au cœur de la nature, appelant ainsi l'homme à s'élever au-dessus de sa condition de simple mortel. Quand Friedrich représente la civilisation, il l'a fait le plus souvent isolé, entouré de nappes de brouillard et de végétation. Même quand il représente une ville, il s'en éloigne pour la remettre à sa place, au milieu des plaines et des champs. Parfois, sa sombre silhouette peut nous paraître inquiétante, quand à d'autres moments, elle devient symbole d'avenir et d'inconnu. La cité lointaine est ainsi autant une promesse qu'un potentiel piège, où les lois des hommes ont remplacé celles de la nature. Si Friedrich a parfois représenté des bâtiments au fait de leur gloire, c'est surtout sur les ruines qu'il a tenu à s'attarder. Souvent religieux, ces vestiges du génie humain se dressent péniblement au milieu d'une nature triomphante, nous rappelant ainsi, à la façon d'une vanité, que même notre œuvre ne saurait nous survivre éternellement. À travers ces squelettes de cathédrales, c'est la religion chrétienne et tout l'Occident que le peintre semble remettre en cause. Tout comme l'Empire romain avant lui, les empires chrétiens s'effondreront à leur tour. À l'image des anciens temples consacrés à Mars, Vénus ou Jupiter, les églises deviendront de simples curiosités, témoignages d'une époque révolue, monstres de pierre au pied desquels certains viendront s'installer, quand d'autres y chercheront simplement la solitude, nécessaire à la rêverie. À quoi peut-il bien penser, ce rêveur, personnage central d'une peinture, devenue gardienne de son jardin secret? Si la nature est toujours prédominante dans les tableaux de Friedrich, les humains y trouvent parfois une place. Souvent de dos, isolés, ils contemplent l'univers qui s'offre à leur regard. Aux spectateurs de trouver leur identité, de se projeter en ces figures mystérieuses et de s'imaginer les pensées qui peuvent bien occuper leur esprit. Deux marcheurs admirent une lune féerique. Le font-ils dans le silence de la forêt, ou conversent-ils sur la beauté de cette dernière? Que raconte donc ce livre, lu au sein d'une nature domestiquée? Pourrait-il s'agir d'une œuvre de Goethe,
philosophe que connaissait très bien le peintre. Dans quel état d'esprit peut bien être cet homme, serein à l'idée d'être enfin seul avec lui-même, ou terrifié à l'idée d'être si loin de chez lui? Avec Friedrich, il faut savoir s'éloigner pour pouvoir admirer ce que le monde des hommes ne peut offrir, s'isoler pour vivre des moments suspendus, hors du temps. Parfois, ces œuvres ne livrent pas directement leur signification. Caspar Friedrich peignit ce tableau à 61 ans, soit 6 ans avant sa mort. C'est d'ailleurs lui que l'on peut reconnaître dans la silhouette du vieil homme. Le drapeau fait référence aux origines du peintre qui, bien que allemand, était né en Suède. Chaque bateau en arrière-plan représenterait l'un des personnages se trouvant sur le rivage. S'il n'est pas difficile de faire correspondre les petites embarcations avec les 2 jeunes enfants, il est plus difficile d'identifier lequel de ces navires rattachait à Friedrich. Est-ce celui qui s'éloigne au loin vers l'horizon, à la façon de l'homme avançant vers le crépuscule de son existence, ou celui-ci, au centre du tableau, venu à la rencontre de la terre pour une toute dernière fois, ses mâts rappelant la forme d'une croix chrétienne, comme pour symboliser l'homme qui se retrouvera bientôt, confronté au jugement de Dieu. La mort, Friedrich la connaît de près, pour avoir perdu dans sa jeunesse sa mère, l'un de ses frères et 2 de ses sœurs. De ses expériences avec la faucheuse est peut-être né son goût pour la solitude et son obsession pour la fin de toute chose, notamment évoquée à travers la présence, au sein de son œuvre, de nombreux cimetières, lieux de recueillement, hommage aux âmes disparues. Qu'il est intéressant de penser à ce délicieux paradoxe qui consiste à saisir pour l'éternité une image censée évoquer l'inexorable passage du temps. Ce sont dans certaines de ses séries que le peintre développera le plus cette idée, notamment dans celle-ci, où il métaphorise les différentes étapes de la vie à travers le passage des saisons. Le printemps symbolisant ainsi l'enfance, quand l'hiver évoque pour sa part la fin de vie. Ce vieux couple, se retrouvant ainsi dans le cimetière d'une église en ruine, empruntant bientôt le chemin les emmenant vers leur dernière demeure, où leurs squelettes reposeront pour des siècles et des siècles. Leurs âmes, quant à elles, se seront déjà envolées, afin de trouver pourquoi pas une place au paradis. Cette notion du temps qui passe se retrouve également dans une autre série du peintre, celle des moments de la journée. S'ouvrant sur le matin, se poursuivant sur le midi, puis l'après-midi, pour finalement se terminer sur le soir. Ici, la journée s'écoule, bien sûr, mais surtout, elle a l'occasion, si le spectateur lui en donne la chance, de recommencer, donnant ainsi à l'ensemble une nature de cycle infini. Si l'homme ne peut bien sûr pas arrêter le temps, il peut toujours se rassurer, la nuit n'est pas une fin en soi. S'attaquer à l'œuvre de Friedrich n'avait rien de vraiment simple. Tant de tableaux remarquables, de réalisations sur lesquelles disserter pendant des heures. Je n'avais, en aucun cas, l'ambition d'arpenter la montagne dans ses moindres détails, mais simplement d'en donner une vue d'ensemble, un aperçu, telle une fenêtre offrant une percée dans le mur séparant l'univers très contemporain de YouTube francophone et de la peinture, en apparence très éloignée, du XIXe siècle. Pour moi, Friedrich a su percer le secret des grands artistes, se trouver une patte qui ne ressemble qu'à lui. Fuir la surcharge au profit de la simplicité, pour parfois frôler jusqu'à la peinture abstraite. Cette singularité, marque de fabrique de son œuvre, est ce qui le rend si intemporel. Si je devais tisser la métaphore jusqu'au bout, alors il serait temps pour moi de vous annoncer que nous sommes arrivés jusqu'au sommet de cette montagne, et que c'est ici que je vous donne rendez-vous avec la mer. Jamais en colère ou simplement agité, les étendues d'eau de Friedrich sont toujours calmes, statiques à la façon d'un désert. Les navires s'y dressent tels des arbres au milieu de la plaine. Ce concept d'immobilité, il le poussera jusqu'au bout, solidifiant l'eau et piégeant les bateaux, représentant ainsi, à sa façon, l'idée d'une Allemagne politiquement bloquée et incapable d'avancer. L'équilibre complexe est une fois de plus parfaitement maîtrisé. Peu d'éléments, une élégante unité des couleurs, et dans le même temps,
ces lignes de fracture venues semer le chaos. Un sentiment de quiétude mêlé à une impression de fin du monde. Le navire, pris dans la glace, est excentré, relégué au second plan comme prisonnier de l'oubli. L'œuvre de l'homme semble une fois de plus bien insignifiante face à la suprématie de la nature. Si l'œuvre de Friedrich devait trouver un sommet, aucune de ses toiles ne serait plus appropriée que celle-ci pour le symboliser. Un homme, seul, se dresse face à l'immensité de la nature, au spectateur de se jeter dans un océan de spéculation. Le secret des grandes œuvres tient souvent des équilibres les plus complexes. Ici, la simplicité d'une figure sans réelle personnalité, contemplant l'infini des possibilités. Cet homme, qui ne représente personne et tout le monde à la fois. Et les Friedrich, contemplant le paysage qu'il posera bientôt sur la toile, le penseur, philosophant sur l'existence, l'humble auteur de cette vidéo, s'interrogeant sur son travail. Il est, enfin, le spectateur qui la contemple, perdu dans une mise en abîme, le laissant libre de s'imaginer ce que bon lui semble. Là, au sommet de la montagne de l'esprit, où la solitude est une richesse autant crainte que convoitée, l'homme peut se retrouver avec la plus obscure des compagnies, lui-même.